Bonjour à toutes et à tous. Je vais un peu vous parler de l'organisation de la journée. Rapidement, vous avez pu voir en fait sur le programme qu'il y aura 3 tables rondes avec des exposés extrêmement importants et extrêmement riches. Vous allez voir que ces exposés sont assez courts, que chacun des intervenants dispose environ de 5 minutes pour exposer ses idées. Et nous ferons donc d'abord les sujets seront exposés, puis secondairement, on vous donnera la parole. L'essentiel étant que vous posiez un maximum de questions dans le temps qui sera imparti, à peu près 15 minutes pour la première table ronde, parce que on souhaite que cette journée soit la plus interactive possible et la plus riche en échanges avec le public, puisque cette journée elle est faite avant tout pour vous et pour cette compréhension de l'importance de la lecture et de l'écriture dans nos cursus universitaires. On verra dans la deuxième table ronde, également la place des technologies nouvelles, et puis dans la troisième table ronde, quelle place on peut donner aux livres et quelle nouvelle place on peut donner aux livres numériques notamment. Alors, je me présente, je m'appelle David Naudin, je suis coordonnateur de la recherche paramédicale sur l'ensemble des écoles de la PHP. Et puis par ailleurs, j'ai la chance d'avoir une bourse de recherche financée par la Fondation de recherche de l'assistance publique. Et donc, à ce titre-là, j'ai des sujets de recherche qui concernent l'observance thérapeutique des patients, pour le coup, des patients qui sont en situation de précarité et adolescents. Je vais présenter l'ensemble de la première table ronde, à commencer par le professeur Gérard Réac, et c'est un honneur de recevoir Gérard, qui est à la fois un ami et qui a été également mon directeur de thèse pendant plus de 3 ans. Il m'a accompagné en ce travail difficile de cheminement vers la thèse. Gérard Réac est professeur d'endocrinologie et surtout, en fait, il a une particularité, c'est qu'il a beaucoup publié dans le champ de la philosophie. Je vais citer plusieurs de ses ouvrages. Pourquoi soigne-t-on ? Une philosophie de l'observance thérapeutique, un ouvrage majeur. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le lire puisqu'il est épuisé. Je fais un appel d'ailleurs à Gérard pour qu'il puisse rééditer rapidement ce livre. C'est un ouvrage vraiment majeur sur l'observance thérapeutique et qui est extrêmement utile pour la communauté. Un autre ouvrage sur l'inertie clinique, pourquoi finalement les soignants ne respectent pas les recommandations. Donc tout un tas d'ouvrages extrêmement intéressants dont les préfaces sont faites par des gens extrêmement célèbres comme Pascal Angel qui est un philosophe de la philosophie analytique, et puis Ion Hessler qui est également économiste philosophe qui a beaucoup travaillé au Collège de France. Je voulais vous présenter, mais est-ce qu'on doit le présenter, Walter Isbin, qui est donc infirmier, docteur en santé publique, et puis qui est à l'université de Louvain, également responsable du groupement de recherche en éthique, et donc également un certain nombre d'ouvrages extrêmement conséquents dans le champ de l'éthique et du prendre soin, mais notre communauté connaît bien les ouvrages de Walter. Je voudrais également vous présenter Thérèse Piuc, mais est-ce qu'il est aussi nécessaire de présenter Thérèse avec toute la partie de ces travaux qui concernent le raisonnement clinique de nos soignants. Également, je voudrais vous présenter Brigitte Boulet-Neveu, qui est responsable du centre de documentation et qui nous parlera d'expérimentations spécifiquement réalisées au sein du campus Picpus. Et puis, Monsieur Marc Sayag, qui est le directeur éditorial des éditions Elsevier Masson au niveau de la France. Alors, on m'a chargé en introduction de vous parler de neurosciences et de l'importance de la lecture, mais dans une perspective neuroscientifique. Et finalement,
cette perspective neuroscientifique, je vais essayer de vous amener vers cette idée que ce sont des compétences et des concepts qui sont finalement assez simples à saisir, mais qui nous permettent de prendre des décisions. Et la lecture, et ça va être tout le propos de ma démonstration, la lecture est un instrument de prise de décision. Mais avant toute chose, je vais tenter de vous expliquer comment ça se passe dans notre petit cerveau de lecteur débutant. Et vous voyez sur cette diapositive, en fait, 2 phrases. Pour le lecteur débutant, on voit cette phrase « J'aime bien la lecture » et on voit la saccade oculaire. C'est des travaux extrêmement intéressants qui à l'aide d'une caméra, permettent d'enregistrer la saccade oculaire. Et on voit la saccade oculaire du lecteur débutant qui se pose sur, finalement, l'ensemble des syllabes avec un découpage syllabique. Et on verra cette importance de ce découpage syllabique. Alors que le lecteur expert a routinisé cet apprentissage et finalement, vous voyez que la saccade oculaire se pose que sur des points très précis de la phrase. Et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut vous forcer à revenir à des apprentissages antérieurs. Quand vous apprenez à lire, vous avez appris comme ça, en découpant les phrases en méthode syllabique. D'ailleurs, les travaux du professeur Dehaene au Collège de France montrent très bien cette idée que la lecture est avant tout en fait un découpage. Effectivement, nous lisons des graphiques, des graphèmes. Ces graphèmes en fait sont nécessairement entendus et sont traduits en phonèmes. Vous voyez, par exemple ba, ba, to, T-E-A-U, le son to. Vous voyez, on convertit ces graphiques en phonèmes. Et puis, secondairement, ces phonèmes vont vers une aire spécialisée du cerveau qui permet de donner du sens aux mots. Ainsi, par exemple, le mot pluie va se différencier dans le cerveau de l'enfant du mot douche ou du mot arrosage automatique parce que on va donner, en même temps qu'on donne un sens au mot, on va donner des explications au jeune enfant avec des caractéristiques précises. L'eau, par exemple, qui tombe du ciel avec des caractéristiques froides, l'eau qui tombe de la douche, vous voyez, des caractéristiques spécifiques. Et donc, vous voyez que notre apprentissage, au départ, se fait dans ce sens-là. Et à force d'entraînement, de routinisation, finalement, cet apprentissage et permet d'aller directement du graphème vers le sens. Ce qui fait que vous êtes des lecteurs experts. Eh bien, je vais vous forcer, en vous présentant cette phrase tirée de Marcel Proust sur la lecture et des travaux de Stanislas Dehaene, on vous force ainsi à retrouver un mécanisme ancien, appris dans l'enfance, qui est le mécanisme de devoir scinder les syllabes et de retrouver le sens. Vous voyez ? C'est pas un exercice facile, et vous voyez que à la fin de la phrase, quand vous arrivez à la fin de la phrase, cet exercice devient beaucoup plus fluide, forcément, puisque on passe finalement de ce découpage syllabique, de cette reconstitution à une lecture experte. On voit bien en fait que finalement, ce travail que vous avez dû effectuer là, vous avez dû faire un travail spécifique d'inhibition. Vous avez dû inhiber un chemin appris, automatisé, pour revenir, alors vous l'avez fait inconsciemment ou consciemment, mais pour revenir à un chemin finalement plus pratique pour pouvoir résoudre ce problème. Eh bien, on sait maintenant, la littérature nous explique que les fonctions exécutives sont des fonctions de haut niveau, permettent justement ce changement de chemin, permettent exactement d'inhiber des automatismes pour pouvoir finalement retrouver des solutions nouvelles. Et finalement, les fonctions exécutives se composent de 3 grandes catégories. La mémoire de travail, vous voyez, c'est l'habilité à retenir une information en mémoire et à utiliser cette information. Par exemple, on doit faire une tâche, il faut que je me rappelle de devoir faire cette tâche. Exemple, la prise de médicaments. Vous voyez, la mémoire de travail est extrêmement importante. Le contrôle de l'inhibition, c'est l'habilité à contrôler ses pensées, ses impulsions, mais également les distractions, et permettre de réfléchir, et permettre ce passage finalement de nos automatismes à un temps de réflexion plus important. Et puis, la flexibilité cognitive, c'est la capacité de s'adapter à un changement, à une demande, à des priorités ou à des perspectives.
On sait que ces fonctions sont extrêmement essentielles. Alors, on voit ici, par exemple, une expérience assez ancienne maintenant de Walter Mischel, qui est le fait de résister à une tentation particulière de manger un chamallow. Expérience extrêmement intéressante. Je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Marshmallow Test. Ils ont reconstitué cette expérience et on voit les enfants qui sont torturés par l'idée de devoir inhiber cette envie de manger le chamallow parce que on leur a promis une récompense secondairement, un deuxième chamallow s'ils ne mangent pas le premier. Et on voit bien que ces fonctions sont centrales dans nos prises de décision. Elles sont centrales et on les active dans la lecture. Vous voyez ? Elles sont centrales et on les active en permanence dans notre vie de tous les jours. On pourrait rajouter une fonction extrêmement importante qui est la planification. Certains auteurs la rajoutent dans les fonctions exécutives, d'autres non. Je ne l'ai pas mise là, mais la planification de tâches, le fait de pouvoir projeter mentalement des tâches qu'on doit faire. Un point que je voulais souligner avec ces fonctions exécutives, c'est que finalement, ces fonctions exécutives, mais aussi grâce à ce qu'on connaît du monde, grâce à nos lectures, grâce à notre capacité d'appréhender le monde, grâce à nos représentations, finalement, ces fonctions nous permettent d'être créatifs. Et un des grands neuroscientifiques français qui s'appelle Mathieu Cassotti travaille essentiellement sur cette idée de, justement, comment l'inhibition permet la créativité, permet de permettre aux enfants d'être plus créatifs. Et on sait que, par exemple, si on donne trop d'exemples à un adulte, on tue cette créativité. Les études ont montré ça de façon très, très simple. Par ailleurs, les enfants, eux, ont besoin d'exemples pour pouvoir être créatifs. Et on voit bien que ils ne peuvent, puisqu'ils n'ont pas de construit, ils ne se sont pas créés une représentation du monde, et puisqu'ils n'ont pas suffisamment lu y compris la vision du monde, et partager cette vision du monde, ils ont besoin en fait d'étayage, ils ont besoin que les formateurs leur donnent des exemples pour pouvoir être créatifs. Et on voit bien, là encore, que c'est aussi de l'inhibition, parce que on doit inhiber d'un côté, chez les adultes, les modèles existants pour pouvoir créer, et inversement, chez l'enfant, on doit accompagner finalement la créativité en stimulant les modèles existants. Voilà un bref tour de piste sur ce que pourraient nous apporter les neurosciences dans la compréhension de la lecture. C'est extrêmement sommaire, extrêmement réducteur, mais en 5 minutes, c'est un peu difficile de faire cet exercice. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous amener comme idée, c'est que la lecture nous permet une meilleure compréhension du monde. L'écriture nous permet aussi une meilleure compréhension du monde. Et on va laisser la parole aux autres intervenants. Alors, merci. Alors, on va commencer par le professeur Gérard Réac. Gérard, je voudrais que tu nous parles, en fait, à partir de ton expérience riche, à la fois de scientifique, parce que tu as participé aux travaux fondateurs en diabétologie, à la compréhension des mécanismes du fonctionnement de la physiopathologie du pancréas, et puis, dans ta vision plus proche, celle de philosophe du prendre soin, et finalement, quelle est ta vision, ton regard critique sur justement cette nécessité d'amener les étudiants à lire, à écrire, à comprendre certaines choses, et je te laisse la parole. Merci David. Vois se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. J'ai lu, et c'est le premier but de la lecture, c'est le plaisir pur. Maintenant, il y a pour moi, tu m'as demandé de réfléchir ce que m'a apporté la lecture. Il y a un deuxième but, c'est l'évasion. L'évasion en lisant des romans
Et en fait, la structure narrative du roman nous raconte la vie de quelqu'un, on peut dire un héros, et on s'identifie à ce héros et on apprend de ce héros ce qu'il a vécu. Et j'ai été tour à tour Raskolnikov de Crime et Châtiment. Rassurez-vous, je n'ai tué personne. Hans Castorp dans La Montagne Magique. Rassurez-vous, je n'ai pas eu de tuberculose. Le narrateur de La Recherche du temps perdu, qui s'est longtemps couché de bonne heure. Et en fait, quand vous vous identifiez à ces narrateurs, vous comprenez que la personne existe parce qu'elle a un récit à raconter. Et ça, c'est une grande idée du philosophe Paul Ricoeur. Et c'est quand vous êtes en face d'un patient, vous devez au fond non pas faire l'interrogatoire, quel mot horrible, mais lui demander de faire le récit de ce qui lui arrive. Et c'est la base de la médecine narrative. Je pense que lire les romans, on fait ça un peu quand on est jeune, adolescent. Et je pense que c'est cette acquisition d'expérience, d'exemples dont, David, tu parlais à l'instant. Acquisition. Et puis, ensuite, on va acquérir, enfin donc plutôt c'est l'évasion. Ensuite, c'est l'acquisition. Troisième, donc j'ai dit le plaisir, l'évasion, l'acquisition. Et par l'acquisition, je pense que c'est le moment dans la vie où on lit des grandes biographies. Et on lit la vie de gens. Moi, j'ai beaucoup lu, par exemple, la vie des compositeurs. J'aime beaucoup la musique. Les écrits sur Beethoven, Mozart, Schubert, écrits par les Massin, Gustave Mahler, un grand-oncle, écrit par Henri-Louis de Lagrange, 3 volumes de 500 pages chacun. Et Stefan Zweig, lisez les biographies de Stefan Zweig, et vous lisez comment ces grands hommes ont vécu. Plaisir, évasion, acquisition. Et puis ensuite, il y a une autre fonction de la lecture, et là, ça va être la fonction de recherche. Vous vous intéressez à quelque chose, et vous devez vous dire, voyons, qu'est-ce qui a été écrit dans le domaine auquel je m'intéresse. Et là, je vais vous donner un conseil. Allez chercher ailleurs que dans votre domaine. Je m'intéressais à la question pourquoi, c'est une question médicale, je suis médecin diabétologue, comme l'a rappelé David. Je me demandais, voyons, pourquoi est-ce que les gens ne se soignent pas ? C'est ce fameux livre « Pourquoi se soigne-t-on » J'espère bien qu'un éditeur, un jour, va accepter de le rééditer. Peut-être qu'il y en a ici. David m'a dit « profites-en ». Alors, bon, et en fait, je vais vous dire, je suis tombé sur un auteur, Donald Davidson, philosophe analytique. Et je me souviens de juillet 1999 où j'ai découvert un livre, Action et événements, et j'ai eu l'impression que ça transformait ma vie. Tout d'un coup, vous savez, vous avez l'impression d'une illumination. Et ensuite, à ce moment-là, où il avait écrit un essai notamment, là le temps est écoulé, tu me donnes encore 2 minutes. Il avait écrit notamment un essai « Comment la faiblesse de la volonté est-elle possible ?» Et j'avais l'impression que c'était ce que me disaient mes patients. « Que voulez-vous, c'est plus fort que moi. » Et ensuite, j'ai lu les philosophes. Et j'avais l'impression que j'étais entré dans une grotte et qu'avec ma lampe de poche, je regardais sur les murs et je voyais des choses extraordinaires qui avaient été peintes par d'autres et qui me permettaient de comprendre ce à quoi je m'intéressais. Ensuite, j'ai découvert, par exemple, l'économie comportementale, Daniel Kahneman, Amos Tversky. À nouveau, l'impression de découvrir par les autres ce qui m'intéresse. Alors, un mot sur l'écriture. Je vais vous dire, autrefois, nos grands-parents, ils écrivaient leurs journaux intimes. Plus personne n'écrit son journal intime.
Autrefois, on s'envoyait des lettres. Vous avez la correspondance, par exemple, de Marcel Proust. Nous envoyons des mails. Il n'y aura jamais nos correspondances. Hein? Et puis, on écrit des articles scientifiques pour raconter un travail qu'on a fait. Et puis, on écrit des livres. Et quand on écrit un livre, en fait, on écrit sur la réflexion qu'on a faite. Et la réflexion, en fond, c'est l'ensemble des lectures qu'on a faites. Et voyez comment la lecture va nourrir et va permettre l'écriture. Et quand vous écrivez le livre, je peux vous dire que vous allez lire pour enrichir le livre. Et il y a une boucle qui se forme. Et un dernier mot, je vais vous dire, si un jour vous avez envie d'écrire un livre, je suis sûr que vous allez ressentir ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'ai écrit un livre. C'est l'impression de traverser la Manche à la nage. Il y a un moment, vous y allez, vous voyez encore le rivage, et puis il y a un moment où vous êtes au milieu, et vous ne voyez plus le rivage dont vous êtes parti, et vous ne voyez pas encore le rivage où vous voulez arriver. Je peux vous dire, c'est terriblement angoissant. Je vous remercie. Merci Gérard. Je vais passer la parole à Walter. Alors, bonjour à chacune et chacun. Merci de m'avoir convié à participer une fois de plus à une journée dans ce bel amphi et ce beau campus. Je pense que lorsqu'il est question de lecture et d'écriture, nous avons besoin de nous poser la question, mais pourquoi lire et pourquoi écrire ? Et à la question du pourquoi lire et écrire, il me semble que nous avons besoin de clarifier un élément qui est, mais quelle est la nature profonde de la pratique soignante, que cette pratique soignante soit médicale ou paramédicale, infirmière. Et il me semble que nous avons besoin de lever un malentendu qui est extrêmement, j'ai envie de dire, répandu. C'est le malentendu entre la science et l'art. Et je pense que nous avons besoin, même si éventuellement ça peut peut-être un petit peu nous embêter d'une certaine manière, de rappeler que la pratique auprès d'un homme et d'une femme malade n'est pas une pratique scientifique, c'est une pratique de l'art. Quand je dis que c'est une pratique de l'art, je risque évidemment d'être très vite mal compris parce qu'on pourrait se représenter l'art comme faire n'importe quoi. Et l'art, c'est pas faire n'importe quoi, justement. L'art, c'est quelque chose qui est pensé, qui est créé. Et pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un art ? Parce que nous sommes à chaque fois face à des situations humaines singulières. Et que les savoirs auxquels nous nous référons sont des savoirs qui concernent les gens en général, alors que nous avons une pratique du singulier. Et ceci étant dit, vous voyez que la place que l'on va donner à la lecture et à l'écriture est fonction de la conception que l'on a de cette pratique. Parce que, en pédagogie par exemple, va-t-on demander aux étudiants de lire des savoirs pour reproduire les savoirs qu'ils ont lus et pour lesquels on pourra opérer un contrôle, ou est-ce que l'on va demander à ces étudiants d'intégrer les savoirs dans une dynamique de réflexion ? Et je voudrais là apporter peut-être une précision qui mérite, je pense, d'être à nouveau mise en avant, c'est la différence qu'il y a entre le savoir et la connaissance. Nous n'avons aucune difficulté à trouver le savoir et beaucoup moins de difficultés aujourd'hui qu'hier. Il suffit de pousser sur un bouton et puis nous avons tous les savoirs qui défilent. En revanche, la connaissance, c'est autre chose. On peut dire que la connaissance, c'est l'appropriation du savoir par le sujet. L'appropriation du savoir par le sujet, qu'il s'agisse d'un sujet étudiant ou d'un sujet professionnel. Et vous voyez que nous avons besoin là d'une aide à l'appropriation du savoir par le sujet, et on peut à ce titre-là être étonné, et peut-être que les pratiques pédagogiques pourraient évoluer, de voir que bien souvent en pédagogie, finalement on demande aux étudiants de lire un texte ou un ouvrage pour en faire une fiche de lecture. Une fiche de lecture ne reflète pourtant pas la compréhension qu'a le sujet de ce qu'il a lu.
Et vous voyez qu'il y a un défi pédagogique, peut-être même une ambition pédagogique qui est d'accompagner l'étudiant dans la lecture, eh bien, pour s'approprier ce qu'il lit, d'accompagner l'étudiant dans la lecture pour percevoir un certain nombre de nuances, d'accompagner l'étudiant dans la lecture pour exercer son esprit critique, on pourrait dire avec des mots savants, l'aider à cette rupture épistémologique, de telle sorte que l'étudiant, à l'instar de ce que pourrait nous dire Bachelard, eh bien, n'ait pas d'opinion sur quelque chose qu'il ne comprend pas, Donc, la nécessité d'accompagner à la lecture. Vous voyez que dans la nécessité d'accompagner à la lecture, il y a des professionnels qui sont encore régulièrement négligés dans les équipes pédagogiques, en particulier dans les IFSI. Ce sont les équipes de documentalistes. Je suis très surpris de voir que toujours aujourd'hui, on me demande parfois d'animer des sessions de formation pour les équipes pédagogiques en IFSI, et on n'a pas pensé à associer les documentalistes, les bibliothécaires documentalistes à cela. Alors que les documentalistes devraient faire partie intégrante de l'équipe pédagogique, justement pour proposer un certain nombre de lectures, accompagner, etc., à cette compréhension, accompagner aussi à l'écriture. On va aussi devoir se rappeler qu'il y a le choix des textes que l'on propose. Et se rappeler ainsi que le mot auteur, on n'est pas auteur parce que l'on a écrit quelque chose. Il y a une différence entre écrire et retranscrire. Un auteur est quelqu'un qui est à l'origine de la pensée qu'il met en forme et qu'il partage. Ça n'est donc pas la même chose que de proposer aux étudiants des fiches, par exemple, ou des manuels, etc. Ça n'est pas la même chose. Et donc on a besoin d'auteurs qui proposent, donc qui sont à l'origine de leur pensée, pour justement, eh bien, aider ces étudiants à élever leur réflexion. Je vais devoir terminer. Je rappelle simplement que le mot auteur, donc être à l'origine de, renvoie à autorité. Le mot autorité au son sens premier veut dire aider à élever la réflexion. Et vous voyez combien, que ce soit en pédagogie ou que ce soit en management, aider à élever la réflexion, ça n'est pas la même chose que d'être autoritaire. Faire autorité n'est pas être autoritaire. Et c'est là qu'on a besoin effectivement d'aider ces étudiants. Je pourrais éventuellement en discuter davantage tout à l'heure à la table ronde. J'ai été très vite, mais voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup. C'est un exercice difficile en fait, 5 minutes, mais Thérèse, si vous voulez bien en fait nous proposer votre vision. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors justement, pour respecter cet exercice difficile, aujourd'hui je ne fais pas de diaporama, mais j'ai écrit mon témoignage. Donc normalement, en 5 minutes, ça devrait être bon. On apprend à lire en lisant et on apprend à écrire en écrivant. Cette phrase qui a été prononcée par Monique Formarié lorsqu'elle était présidente de l'ARCI m'a stimulée pour me lancer dans l'écriture à partir de 1995. Et depuis 9 livres, 34 articles depuis cette période. Ça a vraiment été une stimulation. Le sens de mon écriture pour transmettre certains savoirs et certaines connaissances a toujours été dans la dynamique suivante. En premier, raconter des situations cliniques réelles, vécues par les professionnels de terrain avec les patients et les aidants. Parce que j'ai eu l'opportunité, pendant 10 années, d'accompagner des équipes directement sur le terrain avec des formations actions dans les unités de soins, les centres de soins, les SIAD. En deuxième étape, théoriser à partir de concepts qui résonnaient pour moi en lien avec ces cas cliniques. Par exemple, la pensée complexe d'Edgar Morin qui m'a permis de démontrer dans mon dernier ouvrage que l'approche globale du modèle clinique trifocal n'était pas compliquée, mais complexe, et qu'il suffisait d'identifier les relations entre les 3 domaines cliniques avec le courant de la psychologie de la santé. La 3e étape est de mobiliser ces savoirs dans d'autres vignettes cliniques, et je vais rejoindre Walter bien sûr, et de faire évoluer ces savoirs en connaissances.
J'ai utilisé cette méthode de construction dans la majorité de mes ouvrages et j'ai été séduite par le concept de Britt-Marie Barthes, qui m'a vraiment orientée après la lecture de ces 2 livres qui s'intitulent « Le savoir en construction et l'apprentissage de l'abstraction ». Et la dynamique de mon écriture a toujours respecté les 3 temps. Contextualisation, donc exemple, décontextualisation avec des concepts et des savoirs, et recontextualisation avec mobilisation bien sûr du savoir et transformation en connaissance à partir d'autres situations cliniques. La lecture d'ouvrages professionnels, parfois opposés à mes convictions, a toujours été une source de richesse, à la fois pour renforcer ces convictions, mais également pour les faire évoluer. Je me suis efforcée régulièrement, et c'est pas simple, dans mes lectures, de quitter mes réactions affectives pour entrer dans un conflit socio-cognitif avec l'auteur et accepter certaines idées contraires aux miennes, mais bien argumentées. Pour un écrivain, il est essentiel d'avoir un retour des lecteurs sur les ouvrages qui sont publiés. Je tiens ici à remercier les éditions Elsevier Masson et particulièrement Marc Fontaine, qui non seulement vous présente les ouvrages, mais organise régulièrement des rencontres avec les lecteurs et les futurs lecteurs sous la forme de conférences-débats. Ce partage avec les formateurs, les étudiants et les professionnels de terrain est un indicateur précieux sur la compréhension de nos livres et après chaque déplacement, j'ai pu compléter la modélisation du raisonnement clinique partagé qui est devenu mon thème préféré. Aujourd'hui, je suis profondément convaincue que la pluriprofessionnalité avec un patient partenaire et des soins coordonnés sont une plus-value pour la qualité des soins. C'est un nouveau paradigme qui nous fait quitter le cloisonnement des métiers. La continuité de mon écriture et de mes lectures ira dans cette direction, avec des professionnels de santé territoriaux que je côtoie dans ma mission à l'ANAP. Ils sont motivés, innovants, mais malheureusement ne pensent pas toujours à publier leurs travaux. Cependant, les recherches en soins se développent, c'est ce que je vois régulièrement sur LinkedIn, se construisent souvent à partir de l'université, mais la publication dans les revues scientifiques reste malheureusement un parcours du combattant. Les étudiants en santé évoluent dans un contexte où les savoirs multiples ont un accès rapide par Internet. C'est incontournable pour moi, et je pense que nous ne devons pas critiquer cette facilité, mais l'intégrer comme une première étape qui doit motiver pour aller plus loin dans l'apprentissage des savoirs et la transformation en connaissances. Pour illustrer ces propos, je terminerai par un exemple personnel. Dans ma mission d'expert à l'ANAP, je travaille essentiellement sur l'informatisation des chemins cliniques. Depuis 2019, j'accompagne des équipes pluriprofessionnelles de territoire sur la construction des chemins cliniques dans les parcours de santé avec informatisation en processus workflow. Le langage universel utilisé pour ce processus est une norme appelée BPMN. J'ai commencé ma recherche de savoir par Google avec 2 mots-clés, BPMN, chemin clinique. J'ai eu la chance immédiatement car j'ai eu accès à une véritable pépite, m'ont dit les experts de l'ANAP, une recherche en doctorat réalisée par un ingénieur en informatique avec développement de ce langage BPMN. Sa plus-value en regard des logiciels actuels utilisés dans le numérique en santé et 2 illustrations qui mobilisent ce savoir avec le parcours de soins par rapport à la grippe et la BPCO. Après lecture de cette recherche, je suis très motivée, parce que j'ai compris que la moitié, bien sûr. Moi, je suis infirmière, pas informaticien. Je suis très motivée pour lire quelques ouvrages, pas tous, qui sont cités dans la bibliographie. J'entends beaucoup parler de pédagogie inversée, et ce sera mon dernier paragraphe. J'entends beaucoup parler de pédagogie inversée aujourd'hui, et je suis d'ailleurs en admiration vers cette méthode pédagogique que je n'ai pas utilisée moi-même. Pourquoi ne pas l'utiliser pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec un objectif de transmission du savoir et des connaissances? Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Pour faire le lien avec les propos de Walter, on va laisser la parole à Madame Brigitte Boulet-Neveu, responsable du centre de documentation. Bonjour à tous et à toutes.
Donc ici, mon intervention est plus pratique, on va dire, puisque je suis le porte-parole d'un groupe de travail dont l'objectif est de répondre à la question « Comment sensibiliser les étudiants à la littérature et à la lecture ?» Nous avons bénéficié d'un contexte favorable avec le regroupement sur le campus Picpus de plusieurs écoles paramédicales, du centre de documentation et du centre intermédiathèque. Cela a facilité les échanges entre professionnels et nous avons donc bien entendu les questionnements des formateurs qui nous faisaient part de leurs interrogations quant aux difficultés rencontrées par les étudiants sur la lecture, l'écriture, l'oralité, sur des difficultés à argumenter, sur des difficultés également de vocabulaire, de syntaxe. Et donc nous avons décidé d'essayer de répondre ensemble à ces questionnements en montant un groupe de travail pluriprofessionnel. En effet, il fallait répondre aux exigences des pédagogiques et professionnelles. Ces exigences étant d'une part la nécessité pour les étudiants de continuer, d'assurer leur connaissance tout au long de leur cursus, mais également tout au long de leur vie professionnelle. Il y a aussi l'importance de la recherche paramédicale et un autre aspect qui est essentiel, c'est la relation de soins. La relation de soins, ça veut dire aussi le fait d'être sensible au ressenti par rapport aux patients et à leur famille. Donc ce ressenti peut s'acquérir plutôt, que par la lecture de témoignages. Donc on voit dans ce fil conducteur, dans ces exigences et dans ces constats, l'importance de la lecture. Nous avons donc décidé de mettre en place des solutions. Et donc ces solutions sont passées, donc, grâce à ce groupe de travail pluriprofessionnel, par tout d'abord la décision de monter un fonds sur la littérature en santé et d'avoir des actions originales et d'utiliser des méthodologies relativement innovantes ou habituelles, bien connues des professionnels de la documentation, de façon à pouvoir initier les étudiants et surtout leur donner envie de lire. Donc, premier objectif, c'était de créer un fonds de littérature au sein du centre de documentation, ce qui n'était pas évident puisque, comme son nom l'indique, la documentation, c'est d'abord de la documentation professionnelle. Donc, nous avons créé ce fonds et le groupe de travail s'est transformé en un comité de lecture avec des exigences sur la qualité de ces ouvrages, le choix de ces ouvrages. Nous avons également décidé de faire une sélection à la façon des libraires de coups de cœur, les coups de cœur du campus. Et nous avons également organisé des événements à travers la venue d'un libraire au sein du campus, ce libraire pouvant initier les étudiants au plaisir de lire grâce à sa parole. Les professionnels connaissent bien les capacités des libraires à pouvoir transmettre cette envie de lire. Et donc, parmi les solutions, nous avons travaillé avec l'IFSI du campus également, et l'IFSI du campus a décidé de monter un groupe de lecture. Là aussi encore pour initier les étudiants à la lecture plaisir, mais également aux articles professionnels et aux articles scientifiques. Un lien est fait au cours de ces clubs de lecture, dans la mesure où il y a des thématiques, et donc le lien peut être fait avec les ouvrages du fonds littéraire. Et puis nous avons des projets, plein de projets. Donc le premier projet, c'est des chariots de livres, un peu à la manière des boîtes aux livres, que vous connaissez sans doute. Au sein des communautés, au sein des municipalités, on peut retrouver des boîtes aux livres. L'idée est la même, c'est-à-dire d'implanter des chariots de livres sur le campus, donc on sort du centre de documentation et on apporte les livres auprès des étudiants. Ces chariots de livres seront gérés bien sûr par l'ensemble du groupe de travail. Autre objectif, c'est de donner envie toujours de lire aux étudiants par l'écoute. Organiser des écoutes de lecture, c'est-à-dire des lectures à voix haute. Donc certains membres du groupe de travail se sont formés à la lecture à voix haute et nous allons organiser ce type de lecture. Il y a aussi bien sûr l'écrit,
comment donner envie aux étudiants d'écrire. Donc l'IFSI va organiser des travaux, des ateliers d'écriture, et le groupe de travail sera bien sûr dans une totale collaboration avec ces ateliers d'écriture. Et puis, il y a aussi des projets. Donc, tout d'abord, le lien avec la nouvelle plateforme numérique. Donc, cette nouvelle plateforme numérique a été mise en place en septembre. Donc, le centre de documentation participe à son alimentation et le lien peut être fait également avec le plaisir lecture, puisque nous pourrons, dans cette plateforme, signaler aux étudiants des ouvrages de la littérature en santé. Et puis enfin, comme on parle d'innovation pédagogique, le centre de documentation a organisé un serious game au sein du centre de façon à donner envie aux étudiants de découvrir le centre autrement, d'une façon ludique et aussi avec un récit. On retrouve toujours le fil conducteur avec la lecture, puisque nous nous sommes inspirés du baron de Rothschild, nous sommes dans l'enceinte de l'hôpital de Rothschild, et donc nous leur avons proposé une chasse au trésor qui s'intitule « À la recherche du trésor du baron de Rothschild ». Bien entendu, toutes ces initiatives ont été prises avec les étudiants. Le groupe de travail donc est composé, comme je vous le disais, de formateurs de plusieurs écoles paramédicales, de documentalistes, de médiathécaires, mais bien sûr d'étudiants. Par exemple, ici, vous voyez l'affiche qui va être mise à proximité des chariots de livres. Elle a été conçue par une étudiante. Donc, ils sont co-acteurs de toutes ces initiatives. C'est indispensable pour faire appel à leur créativité et avoir toujours cet aspect lien avec leurs besoins, avec leurs désirs, avec leurs souhaits, toujours dans ce choix de lecture. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Brigitte pour cet exposé extrêmement pragmatique. Je vais laisser la parole à Marc Sayag des éditions Elsevier Masson. Bien, bonjour à tous et toutes. Voilà, ça c'est moi. Alors, je suis donc directeur éditorial, directeur des contenus Elsevier Masson, c'est-à-dire qu'avec mon équipe éditoriale, nous concevons, nous inventons, nous créons des contenus, des produits, et nous travaillons bien évidemment avec des auteurs qui sont à l'origine de leur pensée. Et je vais vous livrer ici une vision plus d'éditeur du livre. On a parlé de la lecture, on a parlé des livres. Là, je vais vous livrer un petit peu une vision d'éditeur. Alors, pour un éditeur aujourd'hui, quand on parle de livres, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec le numérique. On parle beaucoup enfin, nous, en tout cas dans notre métier, de transition vers le numérique. On passe du papier au numérique. Alors, je voulais commencer par quelques chiffres. Alors, il y a une étude qui est faite régulièrement par le Syndicat national de l'édition, un baromètre. Les derniers résultats nous indiquent que 20% des Français lisent des livres numériques, mais que beaucoup d'entre eux sont aussi des gros lecteurs de livres papier. Par exemple, 62% d'entre eux ont lu un livre papier aussi dans le mois qui a précédé l'étude. Le facteur prix est très important aussi pour ces lecteurs. La plupart d'entre eux ne consomment que du gratuit, c'est-à-dire des livres qui sont dans le domaine public, des livres numériques qu'on peut acquérir pour rien, pour 0 €. Et une majorité d'entre eux ne dépensent pas plus de 4 € par livre numérique. Ce qui explique que le chiffre d'affaires du livre numérique soit encore, pour un éditeur, relativement faible. Et alors, si on s'intéresse plus particulièrement à l'apprentissage et aux livres, en particulier des sciences et techniques, seulement 21% de ces lecteurs de livres numériques lisent des livres de sciences et techniques. La majorité des livres numériques sont encore dans la littérature ou la jeunesse, parfois un peu le livre pratique. Donc, ça veut dire une utilisation relativement significative de livres, mais un marché
du livre numérique relativement faible. Et alors, ça, c'est une autre étude, le dernier chiffre de cette slide. C'est une étude qui a été menée en 2017 par une chercheuse américaine auprès d'étudiants d'Allemagne, du Japon, de Slovaquie et des États-Unis. 92% de ces étudiants qui ont été interrogés ont indiqué qu'ils préféraient, pour l'apprentissage, lire sur un support papier que sur un support numérique. Et parmi les raisons qu'ils évoquaient, il y avait, entre autres, un élément intéressant, c'était le côté olfactif. Ils aiment l'odeur du papier, l'odeur du livre. Ou alors, un autre élément important, quand on lit un livre papier, on voit au fil des pages sa progression dans l'ouvrage, ce qu'on ne voit pas sur un livre numérique. Et ça donne un sentiment satisfaisant de progression et d'avancée, et d'acquisition de savoir ou de connaissances. Voilà. Donc, malgré tout, un support papier qui reste encore privilégié pour l'apprentissage, mais ça ne veut pas dire que le livre n'évolue pas. Je voulais d'abord vous montrer ça. Alors, voilà, en soins infirmiers, la collection qui est chez Elsevier Masson a connu un grand succès il y a déjà un certain nombre d'années. Voilà à quoi ressemblaient les pages d'un cahier de l'infirmière dans les années 2000, voire même un petit peu avant. C'était pas très folichon, on va dire. C'était un petit peu austère. Et aujourd'hui, voilà à quoi nos ouvrages ressemblent. Enfin, quand je dis nos ouvrages, c'est pas Elsevier Masson, c'est l'ensemble des éditeurs qui tendent vers ce type de mise en page, avec des encadrés de couleurs qui identifient des éléments distincts du texte et qui permettent de se repérer facilement, des titres plus marqués, beaucoup d'images ou de tableaux, de graphiques, de schémas, des indications tout autour pour mieux se repérer. Donc voilà un petit peu l'évolution du livre aujourd'hui. Et j'ai essayé de faire le parallèle entre l'évolution que connaissent les jeunes, les étudiants en particulier, puisqu'on s'intéresse aussi à eux, dans le monde numérique et dans le livre papier. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'intituler cette slide « OK Google ». On accède immédiatement à l'information. On le rappelait encore tout à l'heure. Thérèse disait je recherche quelque chose et immédiatement j'ai accès à une mine incroyable d'informations. Donc on accède immédiatement à l'information. L'image est omniprésente. Instagram, j'aurais pu mettre Snapchat et d'autres applis comme ça. Les textes sont de plus en plus courts. On tweet. On a des paragraphes de plus en plus courts et on est en permanence aussi confronté à de la vidéo. Eh bien, l'évolution du livre papier, elle suit cette évolution de l'univers numérique. Dans nos ouvrages, de plus en plus, on veille à donner des informations ou des éléments de repérage pour que le repérage soit facilité et qu'on arrive le plus vite possible à l'information recherchée. On a de plus en plus d'images et d'illustrations. On a des textes plus courts, avec ce qu'on appelle les bullet points. Et de plus en plus, nos ouvrages sont aussi, possèdent des compléments en ligne qui permettent d'accéder, entre autres, à des vidéos. Alors, donc, c'est évolution des livres sur la forme, on le voit ici, qui accompagne la montée en puissance du numérique. Et évolution aussi des modèles. Alors là, je vous ai présenté deux ouvrages qui sont des ouvrages Elsevier, mais qui sont des ouvrages édités par nos filiales, nos collègues dans d'autres pays. Donc Pflegerhäute, c'est en Allemagne. C'est un gros ouvrage qui fait 1600 pages, qui coûte 75 € et qui est prescrit. Et de la même manière, aux États-Unis, on a le Potter and Perry, que je pense beaucoup de gens connaissent ici, ou peut-être pas, je ne sais pas, qui est alors lui encore plus cher, $145.
et qui aussi est un ouvrage prescrit. Alors, ce modèle d'ouvrage fondamental, de textbook où toutes les connaissances sont rassemblées et qui est prescrit, qui va accompagner l'étudiant tout au long de son apprentissage, c'est pas ce qu'on a en France. En France, on a un modèle d'ouvrage beaucoup plus éclaté. Alors, on a des ouvrages qui, pour la plupart, ne sont pas prescrits. Ils sont au mieux conseillés. Certains ouvrages, comme les manuels de diagnostic infirmier, continuent encore d'être prescrits, mais c'est vraiment les rares exceptions. Et sinon, on a des ouvrages d'une beaucoup plus grande variété de types. On a des cahiers infirmiers pour l'apprentissage, qui représentent un petit peu l'équivalent du livre de cours, mais qui reste relativement limité. Et vous voyez les prix, 14,90 € pour un cahier infirmier. Des ouvrages de stage, pour avoir un petit peu l'indispensable à connaître quand on va rentrer en stage, 7,90 €. Et aujourd'hui, un développement de plus en plus important de ces ouvrages tout en un, qui soient soit organisés par semestre, soit organisés par spécialité, qui sont aujourd'hui à moins de 30 € et qui sont plus, je dirais, des ouvrages de type parascolaire. Donc voilà, aujourd'hui, le modèle qu'on a dans les ouvrages, avec une compétition qui est très importante. De plus en plus d'acteurs sont présents sur ce marché. Et la présence de ces acteurs nombreux amène parfois à une guerre des prix. Et du coup, à cet ouvrage que j'ai présenté tout à l'heure, de l'intégrale du diplôme IFSI, donc un tout en un, quand on l'a lancé en 2009, il était à 39,90 €. Et par le jeu des compétitions, des concurrents, il est passé à 34,90 € en 2014. Et aujourd'hui, on le propose à 29,90 €. Alors, c'est un problème, évidemment, alors c'est, on va dire, un point positif pour les étudiants, mais évidemment, pour un éditeur, c'est pas toujours la meilleure chose qui soit cette tendance à la baisse des prix. Alors, pour ne pas finir sur cette note négative, et pour faire un petit peu la synthèse entre le papier et le numérique, eh bien, voilà, je voulais vous exposer cet ouvrage qui propose l'ouvrage papier avec l'e-book en même temps. Alors, est-ce que c'est ça, peut-être, l'avenir qui va réaliser la synthèse entre le papier et le numérique? Eh bien, on le verra. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'espère avoir tenu dans les 5 minutes. On va passer directement aux questions dans la salle, si vous voulez bien. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et à préciser à qui s'adresse votre question. Il y a des micros qui vont circuler. Et donc, je vous demande de lever la main et puis de poser votre question. Y a-t-il des questions? Il y a une question ici. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est pas une question. Je suis Brigitte Claes, documentaliste à l'IFSI Bichat. C'est pas une question, c'est juste une information. Tous les livres pratiquement qui ont été cités là sont disponibles dans les réseaux documentaires de l'assistance publique. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour les trouver. D'autres questions ? Merci. Cette question s'adresse à vous tous. Comment les spécialistes que vous êtes expliquent que malgré tous ces outils, nos étudiants et même nos professionnels en exercice ont du mal à passer le cap de l'écriture
et à publier dans les revues professionnelles. Je ne parle même pas des revues scientifiques à index indexées, mais même dans des revues professionnelles qui n'ont pas le même niveau d'exigence, on a beaucoup de mal à les faire passer à l'acte, si j'ose dire. Comment vous l'expliquez au vu de tous les outils dont nous disposons aujourd'hui ? Alors moi, j'apporte pas d'explication, mais j'apporte quand même une information. Au sein de l'IFSI du campus, va se créer un atelier d'écriture, par exemple, pour inciter les étudiants à écrire. Et en fait, les formateurs doivent bien sûr suivre une formation, ça marche comme ça. Les formateurs doivent d'abord suivre une formation à la création d'un atelier d'écriture, au fait de pouvoir l'animer, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, nous espérons bien que les étudiants pourront ainsi passer à l'écriture. Et nous avons fait la même chose avec la lecture à voix haute. Des membres de notre groupe de travail se sont formés à la lecture à voix haute et ensuite, nous mettons cela en pratique. Peut-être des pistes de réflexion. Ça commence très tôt dans l'enfance. Je parlais de la petite enfance, mais le fait d'être exposé de façon rapide. On sait que les enfants à qui on lit des histoires le soir sont plus vite lecteurs que les autres. On sait que les enfants qui disposent tout petit déjà d'un fond de lecture grâce à leurs parents, et donc on voit déjà en fait un thème qui m'intéresse, c'est ces histoires de précarité, finalement des disparités sociales qui s'organisent dès le départ, puisque les enfants qui n'ont pas accès à la lecture sont déjà disqualifiés par rapport aux autres dans cette acquisition. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est peut-être à nous, alors acteurs de la formation, de réfléchir aussi, et là, pour le coup, peut-être on va laisser la parole à Walter Asbin, c'est que, clairement, nos méthodes pédagogiques ne suscitent pas forcément l'implication des étudiants comme lecteurs, vous voyez. On est beaucoup encore dans le transmissif, et on est beaucoup dans le top-down, c'est-à-dire en fait le prof fait son exposé et même si on travaille de plus en plus à des nouvelles méthodes, mais le prof fait son exposé et on gave entre guillemets les étudiants au sens propre et au sens figuré. Et donc peut-être que les pistes de réflexion viennent sur les méthodes pédagogiques. Entre autres, moi j'ai plusieurs points de repère par rapport à cette question-là. La première, c'est de constater, en tout cas c'est ce que nous constatons avec nos étudiants à l'université, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un très grand déficit en termes de culture générale. Et je ne parle pas des étudiants infirmiers exclusivement, que ce soit les étudiants médecins ou autres. La culture générale est beaucoup moins, je dirais, présente, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, ce rapport à l'écriture, à la littérature est déjà moins présent aussi. Le deuxième élément, nous devons nous rappeler quand même, constater que, par exemple, les infirmières et les médecins écrivent énormément. Mais ils écrivent énormément pour ce qu'on peut appeler une écriture fonctionnelle. Ça s'appelle aussi la traçabilité. Mais la traçabilité, ça n'est pas une écriture littéraire. Et pourquoi est-ce qu'il y a une écriture fonctionnelle ? Parce que la conception la plus répandue toujours aujourd'hui de la pratique médicale et paramédicale est une pratique fonctionnelle. On est sur le faire. Et tant qu'on est sur le faire, on a beaucoup plus de... On perçoit moins de raisons d'écrire... Bon, c'est ce que nous avons appelé un jour l'écriture sensible. Développer une écriture sensible est une écriture qui dit quelque chose du sujet auprès duquel on intervient. Donc, on perçoit moins de raisons d'avoir quelque chose d'un petit peu plus littéraire que d'un petit peu plus fonctionnel. Et puis, il y a quand même un autre élément, c'est... effectivement, en pédagogie. Tout à l'heure, je disais mon désarroi, j'ai envie de dire comme ça, face à ces demandes récurrentes de rédiger des fiches pédagogiques. On s'assure notamment, ce sont les emails que je reçois, de savoir quelle est ma date de naissance. Vous voyez l'intérêt que ça a pour la compréhension du texte. Donc, faire des fiches de lecture, ça n'est pas la même chose que de lire, d'aider à la lecture. Et c'est exactement la même chose que d'aider à l'écriture. Et
moi, avec mes étudiants, toujours aujourd'hui, je leur rappelle cette phrase que finalement beaucoup ont oubliée ou n'ont jamais entendue, c'est celle de Nicolas Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et voilà. Et donc ça, on doit aider les étudiants, et chaque fois qu'ils sont devant le manque du mot, c'est de leur dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est de les aider à clarifier ce qu'ils veulent dire, et petit à petit, on les aide ainsi, comme ça, à pouvoir mieux écrire. Moi, je répondrai à cette question un petit peu par l'inverse. J'ai entendu aux dernières journées sur la recherche à Angers, justement 2 présentatrices qui expliquaient leurs difficultés pour publier, étant donné le parcours du combattant pour être retenu et pour être publié. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'interroger là-dessus. Au niveau des éditeurs. Je pense que c'est important de s'interroger là-dessus parce que moi, j'ai plusieurs exemples où une écriture professionnelle, qui est plus une écriture professionnelle, était déjà rédigée et on doit attendre qu'il y ait un dossier sur le sujet pour être publié. Donc il y a une lassitude, il y a une démotivation. Je voudrais aussi qu'on réfléchisse à ça, parce qu'il n'y a pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'écriture qu'avant. Moi, j'ai l'occasion, effectivement, d'être sollicitée pour donner des conseils, pour relire. Je suis pas experte, bien sûr, dans l'écriture, forcément, mais je pense que ça peut toujours effectivement être intéressant. Et là, j'ai des personnes qui de plus en plus sont démotivées. Alors qu'il y a donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on publie sur Internet. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on tombe sur des pépites, quelquefois, parce qu'elles n'ont pas pu être publiées. Un petit mot pour... Votre question est très importante. Vous savez, là, aujourd'hui, on parle de lire, d'écrire. Il y a un 3e mot qu'on pourrait mettre exactement sur le même plan, c'est penser. Parce que quand on lit, on pense. Et pour écrire, il faut penser. On ne peut pas écrire comme ça sans avoir pensé avant. Je voudrais vous citer une des philosophes les plus majeures du XXe siècle, qui est Hannah Arendt. Hannah Arendt a posé dans un de ses derniers livres, La vie de l'esprit, la question « Où est-ce qu'on est quand on pense ?» Et elle répond « On est dans ce creux entre le passé et le futur. Et c'est si on pense que le présent existe. » Et je vais vous dire une des raisons pour lesquelles on n'écrit pas et on ne lit pas. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Et je vais vous dire, je pense que, en fait, quand vous lisez, très souvent, par exemple, on lit dans le métro. Vous voyez ? Parce que, alors, en fait, on est obligé de voler du temps à une vie qui ne nous donne plus de temps pour s'échapper et, en fait, pour créer le présent. Pour écrire, il faut se dire, ça va prendre du temps. Est-ce que j'ai le temps de me donner du temps ? Et je pense que c'est ça la question fondamentale. Vous voyez ? Donc c'est exactement comme pour ce que dit Hannah Arendt pour penser, on peut l'appliquer à la lecture et à l'écriture. Alors, pourquoi est-ce que les étudiants n'écrivent pas ? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de penser à leur prochain examen. Vous voyez ? Et pourquoi est-ce qu'ils ne lisent pas ? Ça va être la même chose. Et pourquoi, une fois qu'ils ont dépassé le stade de l'étudiant, qu'ils sont dans la vie professionnelle, ils vont d'un cas à l'autre ? Regardez À tombeau ouvert de Martin Scorsese, où on voit cet infirmier anesthésiste qui passe d'un cas à l'autre sans jamais s'arrêter. La traduction française du film, ça a été À tombeau ouvert. Il court vers la mort, d'abord le burn-out, visiblement, et ensuite la mort. C'est pour ça, c'est essentiel de se donner du temps, et ce temps, c'est le temps de la lecture, et puis c'est le temps de l'écriture. Et vous ne pourrez pas écrire si vous n'avez pas pensé, parce que qu'est-ce que vous allez écrire ? Vous comprenez bien ? Voilà, je crois que voilà une réponse que je pourrais vous donner à votre question qui est vraiment passionnante. Oui, juste une petite remarque pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire. En tant qu'éditeur, nous, alors, on cherche des auteurs qui écrivent, pas forcément des étudiants, encore que parfois ça peut être intéressant aussi, mais on est confronté à cette même difficulté, c'est-à-dire que
les auteurs qu'on sollicite, souvent, n'ont pas le temps. Quand ils sont déjà en train de travailler avec nous, souvent, ils n'ont pas le temps d'écrire et les ouvrages paraissent plus tard que prévu. Et bon, pour nous, évidemment, c'est une difficulté. Mais souvent, on sollicite des gens qui seraient tout à fait intéressants et remarquables pour écrire des ouvrages. Et la réponse qu'ils nous font, c'est on n'a pas le temps, que ce soit en soins infirmiers ou en médecine. Les surcharges de travail à l'hôpital font que voilà, c'est, je pense, une difficulté majeure. Une dernière question, puis après on fera la pause. Je peux, oui. Moi, je me réjouis, je me nourris de tout ce que j'entends, donc je fais appel à tous les intervenants. En l'occurrence, j'ai été très touchée par l'intervention de Mme Boulay-Neveu, qui rejoint tout, c'est voilà, ce groupe de travail. Et ce groupe de travail, moi, ça m'interpelle. Et là, je rejoins ce que vous disiez, M. Hesbin, intégrer le savoir dans une dynamique de réflexologie, de réflexion, etc. Intégrer le savoir dans cette dynamique. Et comment, parce que ça s'arrête aux étudiants, comment apporter ça ailleurs ? Parce que dans notre milieu professionnel, mais c'est très important de faire appel à des groupes de réflexion, des groupes de travail, ces lectures dont parlait M. Réac, etc. Moi, je faisais partie d'un groupe de lecture, voilà, c'était à Charleville-Mézières, ce poète très connu, Rimbaud, et moi, j'adorais. Puis, dans le cadre du travail, plus rien. Si on ne pédale pas nous-mêmes pour pas s'arrêter, comme disait un grand auteur connu, voilà, si on s'arrête de pédaler, eh bien, on n'avance plus. Donc, on doit faire l'effort nous-mêmes. Mais seulement, avec le travail, on se donne plus le temps. Nous sommes des usines à excuses. Se donner le temps, ça veut dire qu'on se dit, on n'a pas le temps. Si on veut se donner le temps, la vie nous donne ce moment dont on a besoin. Et moi, j'aimerais faire partie d'un groupe dont vous parlez, je vous assure, parce que c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui m'ouvre dans le champ des possibles. Et voilà, je le fais toute seule. Et là, je suis en train de lire le livre de Madame Thérèse, qui est très très bien, qui est voilà. Et c'est ça. Si je ne le fais pas par moi-même, écoutez, je reste une ignorante à vie. Donc, pour amener ça aux étudiants, parce qu'ils sont pleins d'espoir, mais ils n'ont pas ça. Et je trouve ça, ce groupe de travail formidable. Comment peut-on amener, dans le cadre professionnel, un temps pour que les gens puissent... Voilà. Moi, je le fais avec les jeunes qui arrivent. Je leur ouvre ce champ. D'ailleurs, j'ai conseillé ce livre à un jeune. Comme ça, il est déjà dans cette dynamique de nouveauté, voilà. Et comment ? J'ai beaucoup apprécié ce groupe de travail, cette ouverture, cette réflexion, de sortir des paradigmes dont on est toujours... voilà. On va passer donc à la deuxième table ronde. On pourrait applaudir l'ensemble des participants de la table ronde. Merci beaucoup.